Des pluies diluviennes s'abattent sur les monts de Vaucluse. Un semblant de lac s'était même formé à Saint-Christol d'Albion. Un soir, on entendit un bruit inhabituel à l'orée du village. D'un minuscule orifice s'échappait un violent courant d'air. C'était le 26 décembre 1935. Le trou souffleur était né. Il faudra 51 ans de recherche, de prospection et d'exploration pour découvrir à moins 600 mètres sous le plateau de Vaucluse la merveilleuse rivière d'Albion. Profitant de la période d'étiage, plusieurs mesures de débit seront effectuées sur les 2 km de la rivière. Enregistrement de la vitesse d'écoulement au micro-moulinet, relevé avec précision de la section du cours d'eau. Tous ces paramètres, consignés avec méthode, permettront de calculer avec certitude le débit de la rivière. Ici, dans le réseau amont, il atteint 100 litres par seconde. Cette eau limpide, cristalline, est-elle vraiment inépuisable? Une très longue sécheresse a prouvé que les ressources en eau pouvaient se tarir progressivement. Inversement, des pluies diluviennes entraînant trop rapidement des composés dangereux mettent en péril la qualité de l'eau des rivières souterraines. Il faudra le plus souvent forcer le destin, s'insinuer au travers de pertuis ridicules, pour peut-être, après bien des souffrances, découvrir le trou. Le trou qui conduit aux abysses inférieurs, celles où les eaux, comme pour la rivière d'Albion, s'écoulent lentement vers la fontaine de Vaucluse. Depuis 1 million d'années, peut-être plus, les eaux façonnent ces paysages. Les plages qui bordent ces rives sont vierges de toute empreinte humaine, et les parois qui les surplombent n'ont été éclairées d'aucune lumière. La vie en ces lieux n'a aucun droit de cité, et si règne il est uniquement minéral. À quoi servirait-il de nommer ces nouveaux paysages si leur nom devait disparaître à jamais? L'Association de recherche et d'études hydrologiques du plateau d'Albion fut créée en 1987 afin que la quête de tous
ne soit pas un éternel recommencement, que tous les spéléologues aient enfin une mémoire commune et écrite, un repère pour ne pas perdre le fil de l'eau. Afin de mieux délimiter la superficie du bassin d'alimentation de la fontaine, 9 expériences de coloration ont été réalisées de 1963 à 1989. Pour mettre en évidence la réapparition des eaux souterraines, plusieurs colorants peuvent être utilisés. Fluorescéine, rhodamine, sulforhodamine. Ces travaux, quoique très spectaculaires, sont pourtant parfaitement inoffensifs et non polluants. Le succès de plusieurs colorations, sur des distances comprises entre 20 à 44 km à vol d'oiseau, a prouvé la relation directe du mont Ventoux, des gorges de la Nesque, du plateau d'Albion et de la montagne de Lure avec la fontaine de Vaucluse. La provenance énigmatique de cette eau limpide, la profondeur inconnue de cet immense gouffre noyé, autant d'énigmes, de questions que spéléologues et plongeurs se posent depuis plus d'un siècle d'exploration. Dès 1878, le scaphandrier Ottonelli descend à 23 mètres en scaphandre lourd. En 1946, première plongée en scaphandre autonome de l'équipe du commandant Cousteau. 1967, le Télénaute descendra à moins 106 mètres. Qu'est-ce qu'on a vu là? Les spéléos de la Société de Fontaine de Vaucluse, poussés par l'attrait de la découverte, organisent plusieurs plongées dans ce gigantesque puits noyé. Effectuer un relevé topographique précis, étudier la géologie, repérer tout au long de la descente les principales arrivées d'eau, atteindre le fond, tels sont les objectifs de cette 5e expédition baptisée Spélénaute 89. Le Spélénaute est un robot filoguidé conçu pour la plongée profonde en gouffre. Réalisé par la société Comex, avec l'aide des établissements Mailleux et de la SSFV, de dimensions aussi réduites que possible, il est néanmoins équipé d'un matériel très performant. Caméra de prise de vue couleur vidéo, sondeur, compas. Vérification dans la vasque de tous les paramètres conditionnant le pilotage. Affichage sur les écrans, de la profondeur en mètres, de la puissance des moteurs. Ces derniers tests concluants, le Spélénaute sera guidé par les plongeurs sur les 50 premiers mètres du gouffre. Ensuite, ce sera l'aventure.
Doucement le câble, hein, quand même. Au cours de la descente, un plongeur en relais repère, gravé sur un énorme bloc incliné, une étrange inscription. Disparue depuis plus de 2 siècles, par suite de l'effondrement de gros blocs dans le gouffre, cette gravure marquait le point le plus bas, atteint par l'eau le 20 septembre 1683. C'est splendide. L'eau est très claire. Je vois toute la paroi. Je vois le tunnel qui descend tout en bas. C'est magique. Premières images vidéo retransmises sur les écrans de contrôle. À moins 44 mètres, de belles lames rocheuses, effilées comme des rasoirs, menacent à tout instant de sectionner le câble ombilical. Encore quelques mètres sous la surveillance d'un plongeur, puis Spélénaute sera enfin libéré, guidé depuis la surface vers une destination inconnue. L'eau est de plus en plus claire. J'aimerais aller plus profond. Mètre après mètre, progressant avec précaution, le Spélénaute se rapproche maintenant des profondeurs extraordinaires atteintes lors de plongée. Claude Touloumdian, à moins 153 mètres. Joachim Hassenmeyer, à moins 205 mètres. Un appareil philo-guidé, le Sorgonaute, à moins 245 mètres. Au pupitre de commande, les opérateurs suivent avec anxiété la progression du Spélénaute. Il faudra sans cesse surveiller les informations, les images retransmises sur les écrans. À partir de moins 150 mètres, suivre le câble du Sorgonaute 3 semble une solution de facilité. Pourtant, il faudra toute la dextérité du pilote pour se sortir de quelques vilains nœuds. La tension nerveuse est à son maximum. Moins 186 mètres. Attention. Les remous provoqués par les hélices ébranlent des éboulis instables. Ces blocs dans leur chute risquent fort bien d'endommager sérieusement l'appareil. Après 2h30 d'exploration, le Spélénaute atteint le fond du gouffre à moins 308 mètres de profondeur, soit 224 mètres sous le niveau de la mer. Maintenu au-dessus des blocs et des plages de sable fin, il ne peut pénétrer dans les arrivées d'eau jugées trop étroites, mais il donnera un aperçu des dimensions de ce gigantesque puits noyé, de 20 à 50 mètres de diamètre par endroit. À mon avis, de ce gouffre, on n'en sortira jamais. Lors de la remontée, le Spélénaute s'emmêle dans son propre câble. Image bouleversante, bloqué à son tour par 120 mètres de profondeur. Il y restera 8 jours. 8 jours d'attente, immobile, prisonnier de son propre piège. Seule l'intervention d'un plongeur spécialisé en grande profondeur lui permettra de regagner la surface. Après l'exploration du fond de la fontaine de Vaucluse, du gouffre noyé le plus profond du monde, Spélénaute est toujours prêt pour une nouvelle aventure.